Bonsoir tout le monde. Oh, ça marche? Bienvenue à cette conférence ICM Amos. Je me présente, Robert Cloutier, président de la section ICM. En passant, les autres avec un beau polo, superbe polo bleu, identifié, c'est nos membres du CA. Les conférences sont maintenant web diffusées. Ils restent disponibles. Vous pouvez aller retourner les voir n'importe quand sur le web, sur la page web de l'ICM que je vous invite à aller voir et sur la page web de Médiaté. Merci à nos commanditaires. Je tiens vraiment à le préciser. Sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire ces activités-là, surtout à faire les activités gratuites. Merci aux commanditaires. Avec les derniers envois, vous avez maintenant les commanditaires 2017-2018. Le visuel des commanditaires déroule sur le côté. Encore une fois, merci. Il reste encore de la place pour d'autres commanditaires, sans problème. Je vais faire circuler ici le plan de commandite. S'il y en a qui sont intéressés à le ramasser, ramassez-le. Faites-le circuler dans votre entreprise. Aussi, on organise un vol direct qui part de Val-d'Or et qui va à Québec pour le congrès Québec-Mines. Il y a 3 vols. Il y a un vol qui couvre l'ensemble du congrès de dimanche à jeudi. Il y a un vol sur 2 jours, lundi, mardi, pour couvrir la journée là, de l'INMQ, plus la première journée du congrès. Et une journée qui fait l'aller-retour dans le même jour. Je crois que c'est mardi. Je ne suis plus sûr à 100%. Mais vous avez la liste des vols qui vous intéresse. Encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous pensez dans votre entreprise, il y en a qui peuvent être intéressés, ramassez la feuille. De toute façon, je vais vous envoyer un courriel demain matin pour rappeler là, particulièrement les vols. Puis faites-vous-en pas, si un avion est plein, on remet un deuxième avion. C'est ce qui est arrivé l'année passée. La boîte qui est à l'entrée, ça sert à recueillir les cartes d'affaires. La raison est bien simple. Si vous êtes déjà entré dans la liste de présence, dans la liste de présence ou notre liste de communication, pas de problème, vous n'avez pas besoin de la mettre. Mais si vous participez pour la première fois, je vous recommande fortement de mettre une carte d'affaires. À chaque fois, il y en a que j'ai de la difficulté à lire leur adresse courriel. Puis il y en a un, je ne me rappelle plus de son nom, fait 2 conférences qu'il participe, fait 2 fois qu'il me laisse son adresse écrite. Puis ça fait 2 fois que je ne suis pas capable de la lire. Si vous avez une carte, n'hésitez pas, mettez-la. Il y a la liste de présence, justement, qui circule. C'est important de cocher votre nom. J'envoie le PDF de la présentation à ceux qui sont présents. Je sais que la présentation elle-même est disponible sur le web, mais le PDF, c'est pour les gens qui sont présents dans la salle. Les attestations de présence, j'en ai aussi. Après la conférence, venez me voir. Je vais vous donner des attestations de présence pour vos ordres professionnels. N'oubliez pas, les revues qui sont là sont toutes gratuites. Je vous invite vraiment à les prendre. Il y en a plusieurs qui sont nouvelles que j'ai ramassées au congrès la semaine passée. Prochaine conférence, le 14 novembre. N'oubliez pas, c'est le temps d'éteindre votre cellulaire ou tout au moins d'y couper le son. La conférence de ce soir est donnée par M. Marc Beauvais. M. Beauvais est originaire de Val-d'Or et œuvre dans le domaine minier depuis plus de 30 ans. En 1991, il a gradué comme ingénieur minier à l'Université Laval. Depuis ce temps, il a acquis une solide expérience en opération, en construction souterraine et notamment en gestion dans différents projets et opérations minières de la région et d'ailleurs dans le monde. Au début des années 2000, sa carrière professionnelle a pris un tournant majeur en travaillant comme consultant. En 2001, il fonde sa propre firme d'ingénierie
Et jusqu'en 2009, il a dirigé le département mines et géologie du bureau de WSP de Val-d'Or. En 2012, M. Beauvais fonde la compagnie Minrail Inc., qui a depuis ce temps développé un procédé maintenant breveté au Canada et a conçu des équipements pour mécaniser l'exploitation de gisements à faible pendage. Bienvenue, M. Beauvais. Merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir que je suis ici ce soir pour présenter non seulement notre compagnie, mais les résultats du travail qu'on a fait depuis, ça va faire bientôt 6 ans qu'on a fondé l'entreprise en mars 2012. Je vais faire un petit historique, un petit récapitulatif du moment où est-ce qu'on a fondé la compagnie jusqu'à aujourd'hui. On a fait l'acquisition du prototype, son ancêtre, si on veut, du prototype d'équipement actuel qui était hébergé au Canmet, ici à Val-d'Or. On s'en est servi, évidemment, s'est inspiré de ce prototype-là pour développer la méthode de minage, développer les équipements qui vont avec. On a fait la première demande de brevet en avril 2013 qui consistait cette fois-là pour le procédé, c'est-à-dire la méthode de minage à faible pendage qu'on appelle affectueusement SAMS, Shallow Angle Mining System. En juin 2013, premier prototype fonctionnel, la nouvelle version, la version 2.0, celle qui est très près de celle qu'on connaît aujourd'hui. En septembre 2013, suite à des demandes de clients potentiels chez des minières, qu'on rencontrait les gens, est-ce que ça fait du transport de minerais? On a concocté la première formule, le premier concept de transport de minerais. En juillet 2014, c'est la toute première citation de la méthode de minage dans un rapport 4301, qui est un PIA pour la compagnie. Elle s'appelait Auriga à l'époque. Maintenant, ils ont rebaptisé la compagnie à Minova Gold Corp. C'est le projet Maverick, l'ancien projet Puffy Lake, qui est à Flin Flon. Deuxième citation, ça a été la préfaisabilité de Croix-Nord en 2014, en octobre 2014, pour le projet Croix-Nord qui était à peu près à 70 km là, de Val-d'Or. En mai 2016, les choses ont continué à évoluer. 2016, on forme le premier groupe de travail qui allait joindre ensemble ces ressources pour faire les travaux en chantier qui sont attendus depuis tant de temps. Depuis 2014, on était prêt à faire l'en chantier, mais pour toutes sortes de raisons, ce n'était pas toujours possible de concilier à la fois les sommes d'argent requises, le personnel, le site d'expérimentation. En avril 2017, mise en chantier du premier chantier fait selon le concept de méthode de minage SAMS en avril 2017. Et en juillet 2017, on a eu notre tout premier brevet, brevet canadien pour le procédé. Il reste les instances de brevet pour le système de rail double avec le chariot put. Aux États-Unis, même chose, et en Europe. Il y a quand même là, une bonne demi-douzaine de brevets qui sont à venir. Faire un petit récapitulatif. Je ne réexpliquerai pas toute la méthode de minage parce que c'est une présentation en soi. Je fais juste un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas nécessairement pu voir à quoi ressemblait la méthode de minage à l'origine. Mais essentiellement, il y a deux types. Tu as un type massif à faible pendage et du type plutôt filonien. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on va voir là. Il y en a une douzaine dans le secteur de Val-d'Or seulement qui ont cette configuration-là. On parle d'une veine d'1 pied, 2 pieds, 4 pieds d'épaisseur. Alors qu'ici, ça ressemble plus à ce qu'il y avait là, à l'origine à Dock Pond. On parle de sites minéralisés, de gîtes minéralisés, en Ontario, comme il y a Elliott Lake. On parle de 30 millions de tonnes. C'est pas mal plus gros que ça. Donc, on est plus dans ce voisinage-là. Mais essentiellement, c'est pas mal tout le temps la même configuration. On fait le développement latéral, comme on fait habituellement. Okay? On va excaver les niches. Au passage, on va prendre les 2 premières rondes de la future galerie d'ouverture ou la draise, qu'on appelle, au passage, et on répète tous les points de soutirage dans ce cas-là quand c'est massif, 5, 6 mètres d'épaisseur. Si c'est plus mince, plus filonien, le point de soutirage est complètement différent parce qu'on veut minimiser, évidemment,
les quantités de stériles à excaver, mais essentiellement, on fait tout le développement latéral comme on fait habituellement. La très grosse différence avec ce qu'on voit dans du faible pendage, c'est que les espaces verticaux entre les niveaux, qu'on observe généralement aux alentours d'une quinzaine de mètres, 20 mètres à l'occasion, dans notre cas, on peut aller jusqu'à 40, jusqu'à 50 mètres. Et ça correspond justement avec le pas avec lequel la rampe, qui elle descend à 15 %, qui te permet de toujours sortir du même côté de ta rampe pour aller dans tes infrastructures souterraines. Alors que si tu mets tes niveaux à tous les 15 mètres, ben, tu vas avoir une sortie dans ce tournant-là, une sortie dans l'autre tournant, et ainsi de suite, parce que l'espacement de tes niveaux n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Les essais en chantier consistaient à faire les deux premières étapes du cycle de minage complet de la méthode de minage. Simplement, c'est l'installation, développement de la galerie, forage et sautage, soutirage et, dans certains cas, lorsque disponible, il y a le remblai. Notez qu'il y a du minerai qui sort durant les opérations au moment qu'on fait le développement de la galerie et, évidemment, pendant le soutirage. Donc, il s'agit, au niveau planification, lorsqu'on a plusieurs chantiers actifs en même temps, de séquencer de façon à chevaucher toutes ces étapes-là pour que tu aies un flot continu de minerai, évidemment. Le taux d'extraction dépend forcément de l'épaisseur de la veine, et forcément qu'une veine de 1,2 m d'épaisseur, même si le chantier a 60 mètres, ça ne sortira pas le même taux d'extraction que si tu en avais 4 ou 5 ou 6 mètres d'épaisseur, évidemment. Mais à l'inverse, par contre, au niveau des coûts d'opération, c'est inversement proportionnel avec la taille, forcément. Plus il est gros, moins les coûts d'opération sont élevés. Tout simplement parce que ici, cette partie-là et cette partie-là prend pratiquement exactement le même temps que ce soit un chantier de 1,2 m d'épaisseur ou de 5 mètres d'épaisseur. Par contre, au niveau du forage, un petit peu plus de temps, oui, mais le volume va faire toute la différence au bout du compte. Les objectifs des essais en chantier, bon, naturellement, okay, on a des prototypes, on a une méthode de travail qui a été développée, écrite, développée. On a passé beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes qui ont passé du temps là-dessus, autant des gens d'opération. Il y a des dizaines et des dizaines de procédures qui ont été révisées, préparées spécifiquement pour ça. On a même préparé je veux dire, pas un catalogue, excusez-moi, mais une fiche d'inspection mécanique, déterminer les fréquences des inspections quotidiennes, hebdomadaires, etc., parce que forcément, c'est quelque chose qui est à faire. Et il n'y a rien de ça qui existe sur le marché. On est les premiers à le faire. Donc, il a fallu faire de A à Z, littéralement, chacune de ces composantes-là. Le clou là, du travail, c'était de déterminer est-ce que la méthode de minage, est-ce qu'on est capable de le faire dans une période, dans la plage horaire normale qu'on retrouve dans les mines, 8 heures, 10 heures. Beaucoup plus souvent, on va voir 10 heures pour les horaires de travail. Est-ce qu'on est capable de le faire dans cette plage horaire-là? C'est ça qu'il fallait d'abord et avant tout valider. Évidemment, on a tout l'outillage qu'on a développé. Le système d'installation là, est même inclus. Toute la procédure d'installation est déjà écrite. Chaque étape est clairement identifiée. Même les points de levage sur l'équipement sont identifiés. Vous utilisez tel outil pour faire telle chose. Et c'est ça qu'il fallait aussi mettre à l'épreuve durant les travaux. Et finalement, on a bâti au fil du temps une espèce de simulateur d'estimation. En fait, c'est simplement un spreadsheet Excel. Il y a pas mal d'heures de passer dessus, à savoir estimer combien, quelle sorte de productivité tu peux t'attendre avec telle configuration de chantier. Les longueurs, largeur, épaisseur, combien de personnel tu vas y dédier, les patrons de forage que tu vas y mettre. On voulait valider aussi la qualité, si on veut, de ce simulateur-là. Et notez que tous les travaux qui ont été faits en chantier depuis le tout début ont été audités par 4 Minutes Mines. On a quelqu'un qui venait pratiquement tous les jours. Il y avait un logbook dans lequel il y avait des notes indiquées là-dedans. Je pense qu'on a à peu près 20 quelques gigs de photos, des vidéos de tournée. On a une équipe professionnelle de vidéos on a 6 heures de tournage professionnel qui a été fait aussi là-dedans. C'est abondamment documenté.
et c'est fait par un tiers parti. D'ailleurs, je vous annonce ce soir que le rapport est sorti aujourd'hui de façon officielle. C'est signé par le CADMET. Critère minimum du site expérimental, c'est là que c'est pas évident parce qu'il faut s'organiser pour avoir les conditions gagnantes. On le sait, on travaille dans les mines, la plupart de vous autres ici, là. Bien souvent, on aiguise bien plus votre patience que la technologie que vous utilisez, parce que c'est la production qui est la priorité, évidemment. Donc, il y a un paquet de critères qu'on a établis d'avance pour dire ça nous prend au minimum ça pour être sûr, pour augmenter les chances de succès des premiers travaux. Fait que forcément, avoir un accès facile, une rampe, il donne beaucoup plus de liberté pour aller au chantier qu'un puits, évidemment. Autant que faire se peut, être à l'écart des opérations normales, évidemment, pour ne pas entraver les opérations. Il faut forcément qu'il y ait la géométrie appropriée. Il y en a un, il y a une couple d'années, il était prêt à nous accueillir, sauf que la géologie a déterminé, maintenant, c'est plus 45, c'est 50 degrés. Bon, non, on n'y va pas. Un jour peut-être, mais pas à ce moment-là. Donc, il y a un paquet de critères comme ça qu'on a établi. Et ça se trouve que à une couple de reprises, on a rencontré les gens de Mine-Beaufort. Naturellement, ils sont juste à côté, ils sont en ville. Et c'est le site qui avait toutes les caractéristiques que je viens d'énumérer là. Ça donne bien. La zone W est vraiment à l'écart. Il n'y a pas d'activité, d'opération comme telle. C'est très près. Le portail est situé juste ici, là, et puis tout ce que tu as à faire, c'est de descendre environ 200 mètres. Et tu es déjà rendu là, au chantier qui est juste là. C'est le fun, la lunchroom est juste à côté aussi. Mais, tu sais, c'est pour dire, tout était vraiment, là, c'était là, quasiment là, textbook là, pour nous autres. Donc, ça a été très bien là, comme site d'expérimentation. Il a fallu faire des préparatifs. On a fait des prototypes, on a fait beaucoup de travail, mais en quelque part, juste avant de partir, il y a des choses qu'on n'avait pas tout à fait finies. Et puis, il a fallu les faire juste avant de partir. On voit ici là, la gratte, il restait à la peinturer, le grattoir qui va au bout du mât. Faire les modifications pour interchanger le panier avec le grattoir, avec d'autres accessoires. Le mât télescopique comme tel, il y a différents accessoires qui peuvent s'accrocher après, moyennant que tu débarres les espèces d'ancrage, puis tu peux interchanger les pièces. Même pour faire, bien du monde s'inquiétait, qu'est-ce que vous allez faire durant les sautages pour pas que les projections aillent sur l'équipement? Ben, on a fait une espèce de rideau qui s'accrochait tout simplement après le Quick Connect, et puis on lui étirait le bras, on bouchait le trou avec le bras, puis le rideau. C'est le rideau qui prenait le coup. Quand on a fini, on repartait la machine, ça part par télémétrie, télécommande, et on déposait le rideau à terre, on accrochait le panier, on faisait le reste. Donc, on n'avait pas le bulkhead, comme on appelle dans le jargon, il était très facile, très simple à installer. Il a fallu excaver une niche pour s'installer. On voit les lignes de référence. Évidemment, une plate avec un lead wire, ça, c'est toujours très bon. Mais on avait des instruments aussi là, d'alignement au laser, tout ça. C'était pas prévu, mais à un moment donné, ça a été une décision tout à fait logique et naturelle de faire. Ils sont arrivés là, ça prend un plancher de bois, ce qui n'était pas prévu. Mais dorénavant, ils vont toujours avoir des planchers de bois parce que c'est tellement pratique, c'est tellement plus sécuritaire aussi. Tu ne marches pas là, dans mock et tout ça. Puis pour faire le montage des rails, dans ce cas-là, la procédure est dit, on met 4 rails au sol, on les boulonne ensemble et on va le voir un petit peu plus loin, on va mettre les treuils d'hissage. Il y en a 4 qui vont à des places spécifiquement sur le rail. On accroche les câbles des treuils sur des points de levage qui sont au toit. Puis avec une télécommande, environ 15 secondes après, le rail est monté. Il s'agit maintenant de l'aligner et de forer les trous d'ancrage pour le fixer de façon permanente. Mais même les treuils sont déjà prévus à leur place. On a eu à faire face avec une situation de bris hors profil. Idéalement, textbook, il y a environ 30 cm qui séparent le dessus du rail avec la toit. On sait très bien que dans la nature, ça ne se passera jamais comme ça. On s'est remonté à un endroit qu'on avait même jusqu'à 6 pieds d'écart entre le dessus des rails et le toit, la voûte, si on veut. Ben, ça nous a forcé à devancer, ce qu'on voulait faire beaucoup plus tard, mais c'était de faire le système de contreventement que vous voyez là, qui est simplement des disques de friction qui s'installent
et qui s'ajustent, sont entièrement ajustables, peu importe la distance qui existe entre le toit et les tiges, qu'il y ait 2 pieds, 4 pieds ou 6 pieds. Dans ce cas-là, c'est exactement les mêmes disques de friction. Et pour l'installer, c'est un bon vieux Westcott. Évidemment qu'il prenait un impact à l'air, on essaye de se sauver un peu de temps, mais il reste qu'on a mis beaucoup d'emphase sur ne pas tenter le moins possible de dévier de l'outillage que les travailleurs ont généralement sur eux. Un Westcott, une clé à tube, là, tout le monde a ça. Et ça s'est trouvé, ça a été une belle découverte dans le fond, c'était totalement inattendu, mais ça a rigidifié la structure de façon assez étonnante. Et on était évidemment très contents parce qu'on sait qu'un peu plus loin, pendant l'excavation de la galerie, c'est pas vrai que ça va toujours couper là, exactement comme ça à la ligne. Là. Tout le monde le sait. C'est dans la roche qu'on excave. On sait qu'on va avoir besoin de... Ben là, dans le fond, la technique est déjà au point. Ça va très, très bien. Les étançons, l'étançon latéral qu'on voit là, puis longitudinal, c'est que, à un moment donné, bon, OK, c'était là de ces petites zones grises-là. Comment est-ce qu'on va s'y prendre exactement pour l'alignement latéral du rail? C'est extrêmement simple. Ça vient du monde de la construction. C'est un simple poteau, un poteau de support. Il y a une espèce de grosse anse que manuellement, que tu vas la tourner. Il y a des gros filets après ça. Puis pour le serrer, encore une fois, un bon coup de Westcott, ça serre là. On a rajouté un amortisseur à l'arrière parce qu'il y avait des vibrations dans l'axe longitudinal du rail. C'est pesant quand ça se déplace, là. Et puis là, c'est des manettes, évidemment. Donc, à un moment donné, même si c'est rigide, il y avait quand même un mouvement longitudinal dans le rail qui se faisait parce que l'arrière n'était pas supporté. Il y a un paquet de trous après le rail sur lequel on a adopté une espèce d'adapteur pour qu'on met un simple 8x8 cointé avec des coins de bois et ça fait la job et ça absorbe là, toutes les vibrations là, durant tout le travail qu'on a fait. C'est très efficace, c'est du bois. On fait des chafs avec ça. Là. Fait que... Et une fois que le système de rail est monté, ben, on va monter les chariots poutres, un par un, le nombre qu'on a besoin. Certains modules en ont besoin de seulement qu'une paire, d'autres en ont besoin de 2 paires. Tu mets le nombre que tu as besoin pour accrocher chacune des pièces d'équipement qui va sur le rail. C'est un système à batterie pour l'instant, ça va tout changer. On va mettre des moteurs, des treuils 600 volts, parce qu'à batterie, c'est une idée qu'on avait il y a une couple d'années, finalement. Pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est trop encombrant. C'est trop de troubles à manipuler, à gérer. Tandis qu'on a déjà de l'électricité de toute façon en niche une fois qu'on est installé. Fait qu'on y va avec des treuils qui vont être spécialement adaptés. Les câbles vont être remplacés par des courroies. Beaucoup plus facile aussi à utiliser parce qu'un câble, à force de l'étirer, il se met à prendre une sorte de pli là, malsain. Tu te blesses les doigts avec ça. Ça traverse un gant sans trop de problèmes. Donc, un paquet de changements qui vont apparaître plus tard dans la prochaine version parce que, justement, on a eu l'occasion de le tester. Finalement, la composante principale qui est montée sur 2 paires de chariots poutres sur laquelle l'équipement peut se déplacer sur le rail. Donc, en arrière, on met l'unité de puissance, on va mettre ce qu'on appelle, nous, la souche. En fait, c'est la plateforme télescopique. Ensuite de ça, on va mettre l'unité de forage de développement qui va aller en avant de la souche. Ça, c'est la configuration pour développer la galerie. La configuration du groupe d'équipement pour le forage de production, pour la production, c'est un peu différent. Ce ne sera pas le même véhicule et la foreuse est nécessairement très différente. Elle est faite pour, justement, faire du forage de production. On voit ici maintenant que tout est fonctionnel. Ça a pris 20 heures pour installer tout l'équipement qui est là et commencer à installer le premier rail à partir de la plateforme. Ceux-là sont installés à partir du sol avec les treuils. Une fois que c'est fait, on en prend un qu'on installe sur les garde-corps qui est designé spécifiquement pour ça. On le met sur le garde-corps du panier. Et avec la télécommande, on vient positionner le rail avec le panier. On va mettre les boulons pour le serrer avec le rail précédent. Une fois que ça c'est fait, on se place en avant et on vient forer
les 4 boulons d'ancrage qui vont fixer le rail au plafond. Le derrière d'un rail est toujours supporté par le devant du précédent. On installe 4 rails à tous les 6 pieds. C'est pour ça qu'on a comme capacité de charge 60 tonnes. C'est tout simplement parce que les Ribert ou les Dewey-Dag, dans ce cas-là, ont une capacité une capacité de 15 tonnes à l'arrachement. Si on avait besoin d'augmenter les capacités de charge, on pourrait, au lieu de mettre la numéro 20, on pourrait mettre la 30, tout simplement. Mais pour le moment, on croit que c'est plus que suffisant. Chaque rail supporte 60 tonnes. Chaque section de 6 pieds supporte 60 tonnes. Et on ajoute le nombre de rails qu'on a besoin pour finalement rejoindre la phase de travail, pour finalement là, prendre la première ronde, comme on voit ici. C'est un moment émouvant, là, cette fois-là, je vous le dis, là. Parce que depuis le temps que j'attendais de voir ça, je vais vous dire c'était quelque chose. Mais c'est la première ronde qui a été prise avec l'équipement en place. Juste ici, là, juste pour vous dire, c'était un gros point d'interrogation. Comment la plateforme va réagir aux charges qu'on y impose au niveau, par exemple, quand on fait du forage. Il y a 2 stoppeurs qui poussent en même temps. Là. Il y a 2 hommes dessus. L'outillage, il y a 2 stoppeurs qui poussent en même temps. La plateforme descendait de 1,5 pouce. On se demandait quelle sorte de flex qu'il allait avoir. On était agréablement surpris de voir que la flexion se limitait à 1,5 pouce. Malgré ça, le mât que vous voyez là, c'est la dernière fois qu'il va travailler. On l'a déjà redesigné parce que lorsqu'on mettait le grattoir en avant, il y avait beaucoup trop de flexion dans l'ensemble des trois parties du mât pour que ce soit acceptable et que ce soit suffisamment robuste pour endurer le travail qu'il y a à faire. Le nouveau mât, il est déjà dessiné. Et puis, dès qu'on a fini les travaux là, l'équipement va sortir, on met le nouveau mât dessus. Il va être 4 fois plus rigide que l'actuel. Les résultats et observations, l'excavation de l'alcôve, on a, oui, défini des paramètres de design, mais est-ce que jusqu'où on peut aller au niveau des largeurs acceptables minimales, les hauteurs minimales acceptables, les longueurs, ces choses-là. Par exemple, à Mine Beaufort, la galerie qui avait été développée était prévue pour faire un chantier en chambre et piliers. Fait que pour nous, ce que ça a fait, c'est qu'il était trop près de la ligne que normalement, nous, on l'aurait mis si on avait parti en terrain vierge, par exemple. Donc, ça nous a forcé à prendre au moins une ronde de plus dans l'alcôve pour permettre à l'installation des rails qu'on aurait installé de toute façon, pareil, mais la galerie aurait été mise au moins 1,5 mètre à 2 mètres plus vers le fond de l'alcôve. Et là, le 9 mètres prescrit aurait été correct. Là, il a fallu le mettre un petit peu plus long pour compenser. C'est pas un problème en soi. Ça nous a permis justement de comprendre et d'adapter dans la situation parce que on sait très bien que des fois, on va avoir à le faire dans un terrain vierge et il va falloir le faire à des endroits qui est déjà excavé. Bon, ce qu'on sait, c'est que ça prend minimum 9 pieds de largeur pour être capable de travailler à l'aise, être capable de faire des inspections, faire le tour de l'équipement. Tu vas faire une maintenance, t'es pas pogné là, d'un petit coin, là. La hauteur minimum de 8 pieds. On ne peut vraiment pas aller en bas de ça. Ça ne veut pas dire que la galerie, elle, d'ouverture, ne peut pas être un peu plus petite. Mais il reste que le minimum pour l'alcôve, on parle de 9 pieds de large par 8 pieds de haut. Ça a été, écoute, on s'en est aperçu quand on a commencé à travailler avec. C'est pas que la foreuse Long Tom ne fait pas son travail. C'est la façon qu'elle a été conçue, dans la façon qu'elle est harnachée sur l'équipement, on avait un problème au moment où est-ce qu'on avait à passer une courbe. La foreuse a fort, c'est pas un problème, mais c'était dans cette passe-là. Autrement dit, il faut forer dans cette direction-là, alors que le support des foreuses est beaucoup trop loin encore. Lui, il est encore dans le bout de plat, alors qu'en réalité, il faudrait qu'il soit là. Ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir entièrement redesigner. On va peut-être même devancer le design d'un jumbo, un boom, pour remplacer littéralement
le long tom. Mais c'est pas le long tom comme tel qui est en problème, c'est juste de la façon qui est harnachée sur le système qui nous permettait pas d'avoir le degré, là. La course était insuffisante vers le haut pour être capable de forer dans l'axe requis. On voit ici, là, je sais pas si, on voit quand même bien là, les étançons latéraux. C'est entièrement ajustable. Ça a quand même pas mal de dégagement. L'autre chose aussi, qu'on s'est aperçu, le rail, on le fait pour qu'il n'y ait aucune accumulation de débris dans la crémaillère. Et ça, c'est vrai. Ça marche très bien. Mais c'est pas là qu'il était le problème. À un moment donné, au fil du temps, avec l'humidité dans l'air, tout ça, il y a une petite poussière qui s'accumule sur le rail, sur la semelle du rail sur laquelle les roulements roulent dessus. Et cette petite poussière-là devient une boue. Et elle ramasse tous les petits cailloux, les petites roches qui revolent un petit peu partout. Et à un moment donné, quand le rouleau s'en vient là-dessus, la boue est chassée sans problème. Mais des fois, le caillou est juste assez trop gros pour se faire broyer par la roue. Et là, ça devient un projectile assez impressionnant, là. Donc, on a fait une espèce de racloir qui s'installe après les chariots-poutres, qui fait que ça on débarrasse en allant et en revenant tous les débris qui peuvent s'accumuler sur la semelle du rail. Il n'y a rien qui s'accumule maintenant dans la crémaillère. Ça, c'était prévu et ça va bien. Sur le dessus, maintenant, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on recule, le rail est, pour ainsi dire, auto-nettoyant. En travaillant avec, les travailleurs ils ont dit, écoute, là, on est serré, tout ça. C'est sûr que c'était pas prévu qu'ils s'aillent deux tout le temps dans le panier, parce que le long tom, normalement, il aurait dû, oui, être à deux pour commencer à forer les trous, mais en réalité, il aurait dû forer tout seul pendant que l'autre fait de quoi. Finalement, on a fini le reste du développement avec les jacklegs, et le panier, dans son état original, était trop petit. On en a refait un flambant neuf, c'est le tout nouveau qui est là. Et lui, il est beaucoup plus grand. Là. On a augmenté la superficie là, de pratiquement là, 60 ou 70 %. L'autre problème qu'il y avait, c'était quand on installait un rail, il y avait le garde-corps et on n'était pas capable d'aller mettre le boulon qui était en arrière. Donc, on a rajouté, on a fait déborder le plancher de la plateforme plus loin en arrière pour être capable d'être bien positionné pour aller poser les boulons, pour aller les serrer, justement. C'est toutes des affaires que celle-là, on ne l'avait jamais vu venir. Finalement, on l'a corrigé là, directement sur place. On voit là le grattoir qui est installé au bout du bas. On s'en est presque pas servi parce que à 40 degrés, comme la galerie d'ouverture est positionnée en ce moment, ben tout au sautage, presque 90 % de matériel glissait en bas. Fait qu'on n'a pas eu à s'en servir, mais il reste que le grattoir est télécommandé par le système, et puis tu as juste des... Moi, je suis pas bon pour le gouverner, là, mais les gars étaient pas mal meilleurs. Moi, j'ai fait une coupe d'essai dans l'atelier, puis j'ai squashé le rack à linge, qui avait du linge dessus. Ils ont dit, on va t'enlever ça de des mains. Mais c'est surtout prévu au moment où est-ce que on veut sortir le minerai, la masse qui est de côté là, dans le chantier. Ici, point de soutirage, je vais l'expliquer un petit peu, mais il était un peu court pour les besoins. On a appris, on va le rallonger ça c'est l'exemple du filonnier, là. On va le rallonger parce qu'on a besoin d'avoir plus de réserve en avant. Donc, toute la ronde va se loger dans la partie qui est en avant plutôt que de déborder dans la galerie de roulage. Là, ça allait bien. C'est une galerie de roulage où il n'y avait pas de, c'était un cul-de-sac. Mais dans le moment où est-ce que tu te ramasses, que tu as une trentaine de chantiers dans la galerie, tu ne peux pas te permettre d'avoir le passage bloqué par un tas de moc. Donc, il faut modifier, on va redesigner cette partie-là. C'est pas une grosse affaire, mais ça se fait là, de toute façon dans la partie développement latéral. Ça c'était le vérin mécanique. OK? C'est une grande vis. C'est actionné par un gun à l'air, excusez-moi, là, mais. Pardon? Un impact à l'air, peu importe. Et puis, ce qui est beaucoup plus compact, tout ça. Finalement, bon, il n'était pas disponible. On a patenté un qui est hydraulique. Ça fonctionnait, mais c'est beaucoup trop lourd. C'est très encombrant à manipuler.
Ça fonctionnait, mais c'était loin d'être l'outillage préféré. On va revenir avec le vérin hydraulique. Dans le fond, le rail est complètement à plat, rabattu et supporté par le garde-corps. Et quand on positionne le rail au bout de l'autre, là, à ce moment-là, ce mouvement-là, il est fait par le vérin mécanique qui est là. Donc, la plateforme, elle le place pour être capable de mettre les boulons, mais le mettre à l'alignement du rail précédent, c'est avec les animations qu'il y a sur notre site web le montrent très bien comment ça fonctionne. Et en passant, on a mesuré, puis on parle d'environ 75 à 80 minutes pour installer un rail. On travaille pour améliorer, raccourcir un peu le temps. Quoique le temps requis pour faire tout le cycle, on le voit ici, là, fitait normalement dans la plage horaire. Donc, chacune des étapes, il y a un temps qui a été mesuré pour faire le cycle au complet, forage, sautage, support et raclage de tout ça. Et on rentre dans une plage horaire de 10 heures. Il faut dire là-dessus, là, arrivée, lavage et déblaiement, normalement, c'est une autre équipe qui fait le déblaiement dans le bas de la galerie. Ce n'est pas le ou les deux travailleurs qui, eux, ont à aller faire le support. C'est comme dans toute mine mécanisée. Vous avez des spécialistes pour chacune des tâches. Vous avez les boulonneurs, vous avez les foreurs jumbo, vous avez ceux qui sont sur le déblaiement, vous avez ceux qui sont sur le service, ceux qui vont charger dans un environnement où tu exploites avec cet équipement-là, avec le nombre de chantiers actifs, ça va être exactement la même chose. La différence, c'est qu'au lieu de se servir de sa pièce d'équipement comme véhicule, ben, il va avoir un tracteur pour se rendre à la place de travail. Le Jumbo Man va embarquer sur la plateforme, va aller marquer sa ronde, il va la forer, puis il sort de là. Le suivant qui vient, c'est celui qui vient charger la ronde pour le sautage à la fin du corps de travail. Il y a un spécialiste de prévu pour chacun. Même chose comme toute mine mécanisée. Donc, c'est 1,5 heures là qu'ils consacraient à moquer eux-mêmes la face, nous permet de croire qu'on a quand même là, de la marge de manœuvre au cas où. Ça ne roule jamais comme des roulettes parfaitement chaque jour. Il y a toujours des imprévus à l'occasion à dealer avec. Ben, ça nous dit qu'ils ont quand même une marge de manœuvre pour être capable de faire le travail dans une plage horaire de 10 heures. Et ceux qui se questionnent à savoir un chantier de 70 mètres de long, quand tu as une pièce d'équipement qui se déplace à 1 km/h et demi, c'est la vitesse avec laquelle l'équipement se déplace. Ben, pour faire la distance, ça prend environ 3 minutes monte en haut. Essayez ça à pied, vous allez voir que ça va prendre un petit peu plus de temps. À 40 degrés, vous allez avoir chaud un peu plus. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, ça va bien. Maintenant, on a pris les commentaires des travailleurs eux-mêmes, ceux qui sont dessus, là. C'est presque littéralement ce qu'ils ont dit, là. Pour eux, il y avait le sentiment là, de solidité de la plateforme. Ça, ils ont vraiment aimé ça. Ils faisaient beaucoup moins d'efforts, forcément, parce que l'équipement, il n'y a pas à la transporter là, dans des échelles, sur leur dos, ces choses-là. Mettez ça sur la plateforme, partez avec. Chargement des trous d'explosifs, évidemment, c'est beaucoup plus simple parce que le matériel sur le plancher. Et tu te mets toujours à bonne hauteur pour faire charger tes trous. Pas de bruit, pas de vibration. Ben, en tout cas, c'est sûr que quand tu fores, peu importe la pièce d'équipement tu fores, mais il reste que c'était quand même là, pas mal plus relax dans ce cas-là. Et ça a été une belle surprise. On était content de voir que il n'est pas arrivé une seule panne durant le temps qu'on était là. Et ça, la véritable modification qu'on a faite, c'est qu'à un moment donné, les travailleurs se plaignaient que la plateforme était trop rapide pour bouger. Donc, on a programmé un mode tortue et un mode lièvre pour que, justement, quand ils veulent faire des manœuvres au millimètre près, c'est très lent. Là. Fait que ça se déplace, tu es capable de faire là, des manœuvres très délicates. Puis quand, à un moment donné, il faut que tu te déplaces, mets ça sur le lièvre, puis ça part. Mais, mis à part une panne de courant qu'il y a eu d'Hydro-Québec, des choses comme ça, il n'y a pas... on était bien content de voir qu'il n'y a pas eu de problème. Au niveau fiabilité,
on est bien content. On n'a pas nécessairement non plus mesuré d'usure. Écoute, il y a eu quand même 79 heures. Il n'y a absolument rien qui était détectable d'usure sur les rails. Il n'y avait absolument rien de mesurable. Maintenant, on tombe dans les applications dérivées. On a parlé de la méthode de minage, on a parlé des tests qu'on a faits sous terre, mais au fil du temps, depuis les 5 dernières années, on s'est fait poser beaucoup de questions. Oui. Sur notre site web, là, il y en a 10 pages de questions et réponses qu'on a mis dans un document que vous pouvez downloader. Il y a énormément de questions qui nous ont été posées. Quelle sorte de configuration est possible? Quelle sorte de mine dans laquelle on peut s'installer? Mais entre autres, on sait très bien qu'il y a des usages qui sont en dehors de l'extraction du minerai, comme faire des chambres, des salles de concasseurs, de pompage, des salles de grande dimension qu'on peut faire avec ça. Je n'irai pas dans le détail à ce moment-là, là. Mais le tout dernier, celui qu'on met quand même pas mal d'énergie, c'est le transport de minerais. Et ça, c'en est un qui était une demande explicite d'un client qui dit « Ça fait-tu du transport de minerais? » Première réponse, il y a 4 ans, c'était « Non ». Puis à un moment donné, on s'est mis à cogiter là-dessus. Ouais, on pourrait faire ci, faire ça. Donc, ça vous donne un peu une idée à quoi ça ressemble. C'est exactement le même rail qu'on a pris pour excaver les galeries. Et c'est tout simplement un simple char de 6 tonnes accroché sur une paire de chariots-poutres qui, lui, a une capacité d'à peu près 60 tonnes, dans le fond, alors que le char en a à peu près 7, la charge morte plus la charge vive. Et ça se déplace à une vitesse de 1,5 km/h à un angle variant de 0 à 45 degrés. C'est entièrement télécommandé, il n'y a pas d'opérateur, il y a une salle de contrôle qu'on met normalement là, à la surface. Et puis chacun de ces chars-là est totalement indépendant l'un de l'autre. Tu peux en augmenter le nombre à volonté, les réduire dépendant du taux de hissage que tu veux y imposer. On le voit d'un peu plus près. C'est 2 moteurs de 10 HP électriques. La puissance vient d'un bus-bar qu'on installe après le rail. Une fois que la galerie est faite, on installe le bus-bar et on accroche les chariots un par un. Ils se vident par le fond. Actuellement, on a designé 6 tonnes. On veut mettre un 8 tonnes, on peut mettre un 10 tonnes. Mais pour l'instant, un rail unique dans toute la mine à une profondeur de 1 km de profond, vous allez pouvoir sortir 2000 tonnes par jour, 90 tonnes à l'heure avec ça, avec un rail simple, autrement dit, un qu'une ligne. Si vous doublez la ligne, vous allez passer à 8000 tonnes par jour. Parce que là, la gestion du trafic est totalement différente. Il y a un côté qui peut être... J'espère que ce n'est pas de la bière. Donc, c'est très flexible, c'est très versatile parce que vous augmentez le nombre de chars au fur et à mesure que vous voulez jouer avec le taux de productivité ou de hissage que vous avez des équipements. Ça fonctionne à haut voltage sur le bus-bar, tout simplement. La magie s'opère avec les tables tournantes qu'on a faites. Peu importe la direction dans laquelle vous arrivez, vous pouvez changer de voie quand c'est en double, faire une croisée. Les rails peuvent emprunter le même espace que les véhicules qui sont sur pneus. Autrement dit, vous avez une rampe, vous avez une galerie, il n'y a rien qui empêche d'excaver un peu plus haut, faire passer les rails au-dessus du passage où est-ce que des camions, des chargeuses navettes, n'importe quelle pièce d'équipement circule. Là, on les voit tous à 90 degrés, mais si au besoin, il est nécessaire d'avoir une croisée qui est à 30 degrés, 60 degrés, il y a 360 degrés possibles, finalement. Mais pour simplifier l'illustration, on l'a mis à des angles de 90 degrés. Si ça va bien, cet hiver, on va faire le premier prototype de table tournante et on va faire les premiers essais en atelier cet hiver d'une première table tournante. On a fait une animation, elle est disponible sur notre site web. J'ai fait un zoom un peu là, de juste un secteur, là, mais essentiellement, c'est juste pour montrer une configuration possible. Vous avez le rail qui passe d'un niveau à un autre. De ce côté-là, ça peut être un point de chargement. Il s'en vient, il va monter. Il va monter les étages au fur et à mesure. On s'en va en zigzag. On n'est plus à faible pendage, là. On est dans une mine qui est subverticale.
d'où vient l'inspiration? J'étais à Mid-Matagami avant. C'est vrai que c'est une veine à 80-85 degrés. Le problème, c'est qu'il y avait 4 km pour se rendre au portail à partir du haut de McLeod. Donc, le transport par camion, qui était l'option choisie et retenue, oui, fonctionnait, mais en 2020, lorsqu'ils vont atteindre le fond de McLeod Deep, on parle de 14 camions de 60 tonnes qui ont des moteurs de 800 HP qui brûlent du fioul dans la rampe. Ça prend énormément de ventilation, ça prend du chauffage, cette ventilation-là. Vous avez 14 camions, vous êtes rendu à 56 opérateurs sur votre payroll, faire marcher ces 14 camions-là. Plus. Donc, c'est pas étonnant, évidemment, ça fonctionne, mais c'est pas étonnant que l'OPEX devient très, très élevé, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de ressources qui sont dédiées au camionnage. Moi, dans ma tête, il n'y a rien de plus efficace qu'un treuil avec des skips, mais il reste que des fois, c'est pas toujours praticable, c'est pas toujours rentable de le faire parce que le life of mine est trop court. Une mine qui dure 5 ans, c'est difficile à justifier de dépenser 50-60 millions pour un puits avec les infrastructures. Tandis que ça coûte le prix de l'excavation pour le faire. Au lieu d'y aller, une rampe, ça monte ou ça descend à 8,5 degrés. 15 %, c'est 8,5 degrés. Ça monte à 100 %, c'est 45 degrés. Donc, si vous êtes à 1 kilomètre de profond, ça prend 1,5 km de galerie pour vous rendre à la surface. Alors que vous en avez besoin de 7 km de rampe pour vous rendre à la surface. C'est ça, les chiffres, c'est ça la différence. Ben, effectivement, il y a un petit peu d'ozone à cause des moteurs électriques, mais il reste que si tu veux, tu n'as même pas besoin d'arrêter pendant les sautages parce que la fumée, la poussière, ça n'a absolument aucun effet sur le système. Les moteurs sont entièrement scellés. Mais on a prévu, quand on fait des calculs, par exemple, d'arrêter 1 heure par jour, 1 heure sur 24. Fait qu'à 23 heures sur 24, un rail, une seule ligne va vous fournir 2000 tonnes par jour. Parce que un char, pour qu'il puisse monter plein dans sa section à lui et que l'autre revienne vide, il va s'écouler environ 4 minutes. Vous avez besoin de X nombre de chars pour faire votre 2000 tonnes. Si vous avez 2 lignes, là, à ce moment-là, vous pouvez passer à 8000 tonnes par jour. Et si vous augmentez la capacité de godet de 6 tonnes à 8 tonnes, c'est des règles de 3. C'est très simple à calculer. N'importe quand, on est capable de faire la démonstration. Et ce que vous voyez là, c'est la vitesse réelle. C'est 1,5 km/h. 25 mètres par minute. Donc, un niveau de 30 mètres. Vous avez à peu près 45 mètres de galerie en moyenne à 40 degrés. Ça va vous prendre 2 minutes de monter. Fait qu'en conclusion, on parle évidemment d'une nouvelle méthode de minage, mais ce qu'on sait, c'est que l'objectif de la méthode de minage, c'est rendre la place de travail beaucoup plus sécuritaire pour les travailleurs, mais aussi abaisser le coût total d'exploitation en abaissant le nombre d'heures hommes requis pour sortir chaque tonne de minerai. Mécaniser, ça a toujours été quelque chose qui est beaucoup plus avantageux que de le faire à bras. Sinon, les fermiers, ils n'auraient jamais acheté de tracteur de ferme. On a encore avec un cheval, avec un bon fouet, puis on cultiverait nos terres comme ça. Mais un fermier équipé d'un gros tracteur de ferme va abattre pas mal plus de travail que 25 fermiers ensemble pour faire le même travail. Mécanisation des veines étroites, dans cette configuration-là, est maintenant rendue possible grâce à ça. Presque entièrement toutes les tâches sont mécanisées. Il y a un outil, il y a une méthode de travail pour pouvoir le faire. Et actuellement, le groupe d'équipement est opérationnel. On est encore installé à Mine-Beaufort. Il y a encore moyen d'accepter des visites, oui, de ceux qui voudraient venir voir comment ça fonctionne, le voir live. Et puis, ceux qui pensent à faire une mise en chantier, c'est évidemment disponible. Il faut en discuter. Ceux qui ont contribué directement, il y en a une fois de fournisseurs, évidemment, mais je ne peux pas passer sous silence puis remercier le MESI, l'AMQ,
qui ont choisi le projet SAMS comme étant un des projets les plus intéressants, les plus prometteurs. On a Canmet Ressources naturelles Canada qui ont fait l'audit des travaux. C'est un rapport entièrement indépendant. On a notre partenaire au niveau des opérations qui est EBC, avec qui on a travaillé chaque jour là, sur les essais en chantier. Mine Richmond, qui est maintenant devenu Monarch Gold, mais les deux entités représentent évidemment la mine Beaufort. Et puis il y a une foule là, de fournisseurs aussi qui ont contribué aux travaux. Ça fait le tour de ma présentation. Oui. 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 Non, c'est entièrement automatisé. Ben, écoute, il y a tous les modules qui s'installent sur le rail ont un automate esclave, si on veut, et il y a un automate maître dans l'unité de puissance. Donc, les appareils se parlent d'une certaine façon, et eux, ça va être la même chose parce qu'il y a un leaky feeder, il y a le transport d'un signal qui va se faire sur le leaky feeder ou sans fil, mais fort probablement par leaky feeder. Donc, tu vas pouvoir connaître en tout temps la position de chacun des chars qui ont chacun numéro de série. Et tu vas pouvoir savoir même la quantité d'électricité, l'ampérage qu'un va tirer par rapport à l'autre. Tu sais qui est chargé, tu sais qui est vide. Tu vas pouvoir même le déceler, voir s'il y a un problème avec. Tu dis, toi, tu vas sortir dès qu'il y a une sortie. On le remplace par un autre. Mais c'est cette technologie-là, nous, on n'a rien inventé de ça. C'est déjà disponible sur le marché, thanks God, mais c'est ce qu'on va implanter là, sur le système de transport de minerais. Tout ce qui peut vous passer par la tête, des load-out, une espèce de goulotte qui glisse avec une mesure, il n'y a pas vraiment de limite. Intuitivement, ce qu'on pense, c'est que des pierres qui ont environ 1 pied cube et moins ne devraient pas poser aucun problème au niveau du chargement, de la manipulation. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'installer des concasseurs. Probablement que simplement un grizzly avec un marteau va être suffisant pour trier tes grosses roches. Je vais donner un exemple. À Mine-Matagami, on utilisait des 60 tonnes, des R2900G. C'est des grosses bébelles. Puis pourtant, la granulométrie de la roche, du minerai de chantier était étonnamment petite. On avait un bon contrôle au niveau des sautages, donc il y avait une bonne maîtrise au niveau de sa granulométrie. Et puis, c'est vrai que un camion de 60 tonnes n'a pas à te préoccuper d'une grosse roche, mais on la mettait de côté pareil. Mais c'est le genre de choses c'est le travail d'optimisation, de toute façon, des équipes techniques d'une mine à travailler. Mais tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un concasseur pour faire le. D'autres questions? C'est les chantiers, là, un chantier générique, je peux me permettre, pendant que j'explique, je vais descendre. Un chantier générique a typiquement 15 mètres de largeur. Autrement dit, de la ligne de centre, on se ramasse à environ 7 mètres et demi de chaque côté. Comme on excave de façon générique 3 mètres, il reste environ 6 mètres et demi à forer latéralement, avec une autre foreuse, je ne l'ai pas montré ici, là, mais la foreuse de production, elle, est totalement différente du long tom. Elle est faite pour forer à 360 degrés, autant au plancher que dans les murs que au toit. Pourquoi au toit? Parce que les boulons, pas les boulons, mais les câbles d'ancrage qu'on veut mettre vont être forés forcément, des câbles de 20, 25, 30 pieds pour supporter la voûte une fois qu'on aura fait le sautage des murs latéraux. Mais la foreuse est faite à pivot sur 360 degrés pour faire un patron de forage avec des trous espacés parallèles au sol, parallèles au mur et en éventail dans les coins et ces choses-là. Et puis, c'est des trous de 2,5 pouces.
6 mètres, 6 mètres et demi de longueur, qui sont forés. Puis c'est entièrement chargé. Ce qui est prévu d'être fait avec Orica, on a déjà planifié avec eux autres les patrons de forage, les colonnes de chargement pour les trous, et c'est tout fait à l'émulsion et au détonateur électrique, l'Icon. C'est ça. Je ne pouvais pas tout mettre ça parce qu'il y aurait trop d'informations à montrer là, au tableau, mais c'est le genre d'informations qu'on peut n'importe quand là, fournir et expliquer plus en détail de personne à personne ou dans une présentation quelque part. D'autres questions? Comment est-ce que tu montres ça? C'est un pendage qui est très bas. Supposons 20-25 degrés. Oui. C'est justement avec le fameux grattoir qu'on a vu tantôt. Oui. Fait que là, tu vas escamoter la plateforme, tu vas te mettre sur le côté, et puis avec des caméras, tout simplement. Et c'est le grattoir qui va rentrer dans l'espacement latéral, gauche-droite, et qui va prendre le minerai. Oui, c'est ça. Il va avoir environ... Il passe de 15 à 25 pieds de long. Donc, tu peux couvrir un éventail d'environ 50 pieds total, gauche-droite. Donc, on a fait l'animation d'ailleurs sur notre site web, là, il est disponible. Et tu vois là le grattoir, tout simplement, qui prend le matériel complètement au fond du mur et qui le ramène au centre. Jusqu'à 4 mètres, tu as un slusher simple, de double drum, simplement pour aller et venir. Si jamais la chambre est plus grande parce qu'on fait du 5 mètres d'épais ou du 6 mètres, là, c'est d'autres choses. Il va falloir mettre des poulies de renvoi dans les coins, puis là, on a un autre slusher, mais là, on a pas mal plus de volume. Ça vaut la peine là, de s'installer avec une pièce d'équipement qui est plus massive. Là. Mais actuellement, aller jusqu'à 4 mètres d'épaisseur, le mât tel qu'il est là est capable d'aller chercher à son extension maximum tout le matériel partout dans les coins et l'amener au centre. Puis, ce qui est pas nécessairement montré là-dedans, c'est que le bras télescopique peut aussi tourner de 30 degrés de chaque côté. Donc, latéralement, même si le plancher n'est pas droit, même si il y a des vallons, les dents vont aller chercher virtuellement à peu près tout ce qui s'appelle comme caillou qui a plus que 4 pouces de diamètre. Si on a un gisement qui a beaucoup d'effets de pépite, on a des grains d'or, ben la hausse à pompier qu'on met là, qu'on tiendrait normalement à bras, on le fait simplement que le mettre au bout du mât. Donc, tu as une hausse à pompier qui a 120 PSI de pression au bout et tu vas laver le plancher de ton chantier télécommandé à distance. Il n'y a personne qui s'expose dans cet endroit-là. C'est tout simplement avec des jeux de caméra et des... Et ça, c'est toutes des technologies qui existent déjà. Là. Les caméras, on ne les invente pas, on les achète sur le marché. Les foreuses, c'est tout acheté sur le marché, évidemment. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de vous voir. Et puis, suivez-nous. On a une page Facebook, nous aussi. On met des nouvelles, LinkedIn. Il y a des choses qui s'en viennent. On a bien hâte de vous montrer ça. Merci, M. Beauvais. Vous pouvez rester debout? Ah oui, ça a l'air des cadeaux, là. À tous nos conférenciers, on remet un autre superbe polo. Bien, merci beaucoup. Ah oui, notre photographe. Mais là, c'est sur Facebook, de toute façon. Il faudrait peut-être te placer là. Ah, OK. Tout est calculé. Tout est calculé. Et aussi, je vais inviter la peintre à venir remettre la toile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Ben merci. Et bonne fin de soirée. Puis je vous invite le mois prochain, 14 novembre prochain, pour la prochaine conférence. Ghislain, il n'a pas encore finalisé. C'est sa job. Les décembre, janvier, novembre.